Nous allons parler du kamitisme et du développement économique de l'agriculture en Afrique avec notre invité. Il s'appelle Tchamsi Kokou-Montou, directeur exécutif de l'ONG ASDI, gérant du fonds d'investissement INABI, et il est également membre du mouvement Afro-Centricité. C'est un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien et j'espère de même pour vous. Alors, c'est le kamitisme et le développement de l'économie agricole en Afrique. Alors, on va commencer par les défis du développement de l'économie agricole dans le courant de pensée kamite. Oui, effectivement, il faut quand même qu'on commence par redéfinir les choses. Ouais. Le kamitisme peut-être, pour commencer? Oui, le kamitisme, comme vous le savez déjà, c'est un courant de pensée de ceux-là qui se réclament du Kama, de l'Afrique. Le nom de l'Afrique dans l'ancien temps, c'était Kama et non Afrique. Et donc, le kamitisme, c'est tous ceux qui se reconnaissent effectivement comme africains et qui veulent œuvrer pour le développement du continent. Pourquoi ceci? Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la colonisation et tout ce qui a suivi, beaucoup ont perdu les racines et on fait aujourd'hui du développement par procuration. On veut développer un pays tout en mettant dans les mains des étrangers les grandes structures de ce pays-là, tout en empruntant tout le temps de l'argent de l'étranger, ce qui fait que nos économies ou bien nos pays ne sont même pas indépendants. Ils dépendent plutôt des multinationales, des institutions onusiennes et des autres pays. Voilà. Et donc, pour renaître, il faut quand même redévelopper des choses depuis la base. Et donc, ici, nous parlons de l'économie agricole. Pourquoi? Parce que, vous le savez, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est la nourriture qui est à la base de toute chose. Et l'agriculture participe au développement de tous les pays. Si on veut aller un peu plus au fond, on va voir que les grands pays qu'on crée aujourd'hui, les États-Unis et tout récemment même la Russie est devenue très grand parce que la Russie est autosuffisante sur le plan alimentaire. Et donc nous avons compris très tôt que nos pays ont été infantilisés. Ils sont passés du stade de production à l'autosuffisance au stade de dépendance par rapport à la nourriture. Et l'Afrique porte plus de 9 milliards de dollars d'aliments chaque année. Pour remédier à tout cela, nous les kamites, ceux-là qui se réclament pour le développement du courant de pensée pour le développement de l'Afrique, on a réfléchi et on s'est dit, comment nos anciens ont fait dans l'ancien temps pour pouvoir nourrir la planète tout entière et comment ils ont fait pour développer l'agriculture, pour produire à grande échelle et sans toutefois polluer la nature, sans toutefois détruire la nature. Et donc, ces réflexions nous ont amenés à identifier plusieurs axes sur lesquels il va falloir agir si effectivement on veut aller de l'avant, on veut développer l'agriculture, on veut devenir autosuffisant sur le plan alimentaire. Voilà. Alors, quand on parle de développement de l'économie agricole, on veut faire référence spécialement à quoi? On veut faire référence spécialement à l'agriculture qui arrive non seulement à nourrir son homme, mais à générer des recettes, des fonds nécessaires pour le développement d'autres secteurs, pourquoi pas. Voilà. Alors, quelle est la place de l'agriculture dans le développement économique, dans son ensemble? Si on prend ne serait-ce que le Togo, malgré que nous n'arrivons pas à produire suffisamment pour nourrir tous les Togolais, qu'on importe le riz, le poisson et tout ce qui va avec, l'agriculture représente 40% dans le PIB du Togo. Et donc, si on regarde en même temps, on veut faire une projection, on peut voir que l'agriculture est centrale lorsqu'on veut faire le développement d'un pays. Aujourd'hui, le Togo exporte le coton, le Togo exporte le café, le cacao, le Togo exporte le soja, le Togo exporte beaucoup d'autres produits agricoles à grande échelle, mais nous ne sommes pas encore autosuffisants. Et donc, lorsque on veut vraiment développer l'agriculture, l'économie agricole, il va falloir normalement, sur un premier plan, qu'on arrive à produire suffisamment pour
pour nous-mêmes d'abord, transformer sur place ici et ensuite exporter le superflu qu'on ne veut pas transporter ou qu'on ne veut pas transformer sur place ou dont quelqu'un d'autre en a besoin. Donc, on ne va plus produire ne serait-ce que certains produits pour l'extérieur, par exemple le coton, le café, le cacao, souvent dans l'ancien temps jusqu'à récemment sont produits pour l'extérieur. Et donc l'intérieur, on ne transformait pas. Vous voyez un peu. Mais dans notre paradigme, ce que nous voulons dire par là, c'est quoi? C'est redéfinir même les bases de notre agriculture. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, je peux dire que nous essayons à l'agriculture. On n'a pas encore commencé le développement de l'agriculture. Donc pour aller vers le développement de l'agriculture, avant de parler de l'économie agricole, il va falloir redéfinir plusieurs principes, plusieurs critères. Il va falloir revoir certains axes de développement et donc nous allons en parler tout à l'heure. Voilà. Et cela concerne votre pays, le Togo, parce que récemment, lors de son voyage à Thévié, le président Faure Gnassingbé l'a souligné, que l'agriculture doit accompagner le développement dans le pays. Bon, je ne veux pas trop commenter cela parce que en réalité, lorsque le politique fait de telles déclarations, il y a des actions prioritaires qui doivent accompagner. Parce que si vous prenez par exemple le financement de l'agriculture au Togo, vous allez voir que ça représente 0,3% de tout le financement décaissé dans une année. Déjà, nous craignons qu'on ne finance pas les activités au Togo. Donc, le peu qui sort, l'agriculture représente 0,3%. Donc, imaginez, qu'est-ce que ça représente? Quelque chose qui contribue à 40% du PIB qui est financé à 0,3%, ça veut dire que nous sommes en deçà de tout. Et donc, pour pouvoir parler comme cela, il va falloir normalement donner des indications, des directives, mettre en place des structures pour accompagner les banques à financer à la hauteur qu'il se doit l'agriculture. Mais avant même d'arriver jusque-là, il y a du travail à faire depuis la base. Et c'est ce travail-là qui est primordial. D'abord, il faut zoner tout le Togo pour identifier les zones de production prioritaire de certains produits plutôt. On ne va pas se lever comme on le fait et puis produire n'importe quoi, n'importe où de façon non structurée, et ce qui amène déjà à un désordre sur ce plan parce que, bon, voilà. Par exemple, si on prend les noix de coco ne sont pas produites au Togo selon la quantité qu'il se doit. Puisque nous, on a eu quand même, par exemple, des offres où on doit fournir des quantités, on n'en a pas trouvé. Alors, il y a une zone propice pour les noix de coco au Togo qui doit être identifiée et on doit accompagner les paysans de ces zones-là à produire massivement les noix de coco, pas de façon, comme on le dit, intensive, mais extensive et de façon, technique, pour qu'on puisse avoir des rendements. Voilà. Et secondo, il y a d'autres zones. Par exemple, quand on prend la région des plateaux, c'est la région par excellence des fruits. Et les Allemands et d'autres ont travaillé sur les montagnes d'Agou et autres. Ils ont mis en place des arbres fruitiers qui aujourd'hui sont trop vieux. Il n'y a pas eu de remplacement, il n'y a pas eu de politique d'accompagnement pour qu'on puisse replanter d'autres pour prendre la relève. Et donc, la production diminue avec le temps. Voilà. Et donc, on fait l'agriculture selon le gré de l'extérieur. Vous allez voir qu'entre-temps, c'est, comment on appelle, pour les arbres fruitiers, c'est les noix de cajou qui étaient à la page. Chacun veut faire la même chose. Et ces noix de cajou, qui sont normalement spécifiques pour la région centrale, en allant vers le nord, beaucoup l'ont fait ici à Lomé sans savoir que ce n'est pas la zone propice pour les noix de cajou. Donc, il faut d'abord un travail de zonage et de directives. Donc, on donne les directives. Vous qui êtes dans telle zone, on va vous accompagner pour telle production, ainsi de suite. Donc, ça, c'est déjà l'une des axes sur lesquels il faut travailler. Donc, vous voulez dire qu'il ne s'agit pas seulement de tenir des propos, mais quand on voit un politique de telle envergure dire cela veut dire que les moyens vont accompagner sans doute l'agriculture parlant du Togo.
Bon, je ne veux pas aller trop sur le plan politique parce qu'on a eu à voir le PND dans ce pays qui, avec beaucoup de programmes sur le plan agricole, mais jusqu'alors, le PND est censé finir en 2022. On n'a pas eu un bilan, on ne sait pas ce qui s'est passé, quelles sont les retombées des financements programmés dans le cadre de ce plan. Vous voyez un peu? Et donc, si on veut réellement redéfinir l'agriculture, ce qu'il faut faire, je préfère le dire, pour que le politique, s'il m'écoute, qu'il essaye aussi de travailler sur ces aspects-là pour corriger ce qui ne va pas jusqu'alors. Sinon, c'est les étrangers qui viennent prendre de grands domaines et produisent. Mais comment? Avec des pesticides. Et ça, ce n'est pas ce que nous on prône. Voilà. Et donc, ce que nous on demande, après le zonage, il y a par exemple les produits comme le maïs, le riz, le sorgho, le soja et autres, qui doivent aussi être prioritaires dans certaines zones. On ne peut pas laisser tout le monde faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Déjà, les gens se plaignent que la quantité de maïs produite par an diminue parce que beaucoup, au lieu de faire le maïs, ils préfèrent faire directement, par exemple, le soja. Parce qu'il n'y a pas une politique derrière pour cadrer les choses. Beaucoup font le soja parce que oui, le soja a un marché vaste. Mais le jour où les Blancs vont décider, nous n'allons pas acheter votre soja, qu'est-ce qui va se passer alors? Donc, il va falloir réfléchir autrement et mettre en place les choses. Donc, l'axe de zonage étant clos, on va attaquer l'autre axe qui est quoi? Qui est la main-d'œuvre. Aujourd'hui, on encourage les jeunes à aller vers l'agriculture, mais il n'y a pas d'agriculture sans la main-d'œuvre. Et donc, quand on regarde notre programme éducatif, depuis la base jusqu'à l'université, il n'y a pas d'encouragement des jeunes à aller vers l'agriculture. Il n'y a pas de programme de formation des jeunes sur l'agriculture. On forme en géographie, en philo, en tout ce qu'on veut, sauf l'agriculture, ce qui nous nourrit. Et donc, ce programme est caduc. On doit revoir le programme, inclure même la pratique agricole dans les programmes pour initier les enfants, leur montrer le bien fondé de l'agriculture dans l'économie. Et donc, quand ces jeunes vont maîtriser depuis la base, on commence par leur en parler. Ils savent que voilà, c'est un secteur qui peut apporter beaucoup de choses à ce pays. Je me positionne. Il y a par exemple les gérants de fermes qui n'ont pas été formés. Quand on parle de l'agriculture, ce n'est pas forcément les ouvriers. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les gérants de fermes, ceux qui savent gérer les fermes pour programmer des activités, quand semer, quand ne pas semer, comment faire ceci, comment faire cela. Tout ça là, on n'en a pas. Alors, ce sont sans doute les axes sur lesquels agir pour développer l'économie agricole. L'économie agricole, bon, il faut commencer. Le plus tôt possible sera le mieux. Et donc, tant qu'on n'a pas commencé, il ne faut pas qu'on veut... Ça y est, la volonté doit avoir un soubassement. Aujourd'hui, on décrète, oui, on veut développer l'agriculture, mais est-ce qu'on a la technicité? Est-ce qu'on a des jeunes prêts à faire de façon professionnelle le travail? Est-ce que toutes ces questions n'ont pas encore reçu de réponse? Et donc, les déclarations sont des déclarations. La parole ne peut pas aller faucher le terrain et semer, on va récolter. Alors, parlant justement de ces axes, est-ce que vous pensez qu'ils varient d'un pays à un autre en Afrique? Est-ce que vous voyez des pays de référence en matière agricole, des pays qui affichent leur volonté de développer l'économie agricole en Afrique? Bien sûr que oui. Et je prends le premier exemple qui est tout proche de nous, c'est le Nigeria, qui fait un travail monstre. Le Nigeria a déclaré il y a de cela 2 ans que dans 5 ans, le Nigeria sera le premier pays producteur de café et cacao. Et ils ont mis les moyens pour cela. Et ils travaillent jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis la déclaration jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus d'annonce. Mais dans 2-3 ans, on verra les résultats. Ce pays, Nigeria, a fait des merveilles. Il y a de cela encore 2 ans, ils ont produit du riz pas possible. Des tonnes et des tonnes de riz. Alors, c'est un travail de fourmi. C'est un travail qui commence quelque part et qui aboutit à un résultat. À part ça, ils sont dans la tomate, ils sont dans d'autres produits et ils produisent en quantité. Et donc, bientôt, c'est eux qui vont inonder nos marchés avec des produits parce qu'après ça va produire, ils vont transformer.
À part le Nigeria, il y a le Ghana à côté aussi qui fait vraiment des efforts. Et les efforts du Ghana datent de très longtemps. Parce que les Anglais et ensuite les premiers présidents ont mis en place des programmes de production agricole. Par exemple, les cafés cacao, c'est des champs qui sont là depuis quand ça meurt, c'est remplacé automatiquement. Et donc, ils sont toujours parmi les premiers producteurs en Afrique. Et donc, ce travail n'a pas été fait chez nous au Togo ici. Et nous devons commencer par le faire. Il y a également, pour la Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué parce que si on veut rentrer au fond, la Côte d'Ivoire est devenue aussi paresseuse que nos pays. Et donc, elle ne fait pas ce qu'il faut. Elle ne sait que Ouattara, ou bien pas seulement, même bien avant ça. Il y a l'arrivée de Gbagbo, un travail qui a été fait par exemple sur la filière production des volailles, qui a abouti à un résultat il n'y a pas très longtemps. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire exporte par exemple la viande de volaille dans la sous-région. C'était à l'avènement de la grippe aviaire que Gbagbo a profité fermer les frontières à l'arrivée de ces viandes-là dans son pays. Et donc, il a encouragé fortement la jeunesse à se lancer dans la production. Aujourd'hui, au Togo, les gens produisent par exemple la viande de volaille, les poulets de chair, et ils n'arrivent pas à commercialiser, justement parce que l'importation dépasse le niveau requis. Et donc, eux, leur viande dorment dans les frigos parce que sur le plan de coût, la compétitivité, c'est la viande importée qui l'emporte. Vous voyez déjà. Il y a le Mali qui a fait aussi des merveilles, ne serait-ce que l'année passée, en produisant plus de 2 millions de tonnes de riz. Un pays qui est dans le Sahel, désertique, voilà, qui a produit autant de nourriture en 2022. Vous voyez que quand on met en place des programmes bien définis, le résultat suit. Il ne s'agit pas aujourd'hui de croiser les bras et attendre, faire des annonces. Non. La plupart du temps, il y a la volonté politique. Je peux donner même l'exemple du fonds cohésion, qui est un fonds qui a été mis en place au Togo pour accompagner les agriculteurs. Mais le drame derrière, c'est que c'est encore les barons, c'est les directeurs de société, c'est les responsables de l'armée, les colonels et autres, qui ont pris ces fonds pour aller développer de grandes fermes. On ne refuse pas. Vous voulez parler de la corruption, peut-être, parce que l'argent n'était pas destiné à cela. Non, en fait, l'argent est destiné normalement à qui? Aux paysans. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans la pratique, le paysan, parfois même, lui-même, il n'est même pas informé qu'il y a un fonds pour lui. Parce que rien n'a été structuré, rien n'a été mis en place pour que les fonds destinés à ce paysan-là puissent atteindre son but. Et donc, c'est d'autres personnes qui ont les papiers nécessaires, parce que déjà, ils ont tous les papiers qu'il faut. On leur demande ceci, ils sortent. On leur demande, ils sortent. Ils prennent ces sous-là, ils s'en vont. Pour d'autres, c'est leur première expérience. Je ne sais pas qui décaisse, mais normalement, il devrait y avoir des vérifications. Et donc, ils prennent ces fonds, ils s'en vont dans les fermes, ils commencent quelque chose. Bon, voilà. Parfois, ça réussit, parfois, ça ne réussit pas, mais ils ne remboursent pas non plus. Et donc, comme ils ne remboursent pas, l'argent finit un jour. Alors qu'il faut accompagner dans un processus de production qui oblige celui qui a pris ces fonds-là, par exemple, à restituer l'argent pour qu'on puisse accompagner quelqu'un d'autre. Et comme ça n'a pas été fait, que c'est les barons qui vont leur demander de restituer l'argent, ça devient compliqué. Alors, on a vu le rôle du politique. Quel sera donc le rôle du CAMIT pour pousser au développement de l'économie agricole, même si on sait qu'un CAMIT peut être un politique? Kokou Montou. Effectivement, ça tombe sur l'axe 3 qui est le financement de l'agriculture. Aujourd'hui, je pense que les gens ne doivent plus attendre trop de l'État, ni de nos banques classiques à qui, je le dis clairement, la France a donné l'ordre de ne pas accompagner la production sur le plan local. Si quelqu'un doute, que la personne vérifie, fasse un tour sur Internet et qu'il cherche très bien, il va trouver. Parce que nous dépendons fortement des banques occidentales. Et les banques là ont donné l'ordre à nos banques
qui sont des banques commerciales, de ne pas accompagner la production, mais plutôt quoi? La commercialisation. Et dans cette perspective, nous avons été formés pour ça également à l'école. Vous allez voir dans les écoles de formation des gestionnaires et autres, on leur dit comment calculer les risques, comment maîtriser les risques, tout ça là on leur montre. Et on leur dit, par exemple, que tel secteur est très risqué que d'autres, ainsi de suite. Et donc, au finish, quand toi, tu vas avec ton plan d'affaires, tu cherches financement, on te dit, ben, c'est l'agriculture, bon, il n'y a pas de financement. Mais tu dis, je vais aller en Chine payer tel type de choses pour revenir vendre. On dit, ah voilà, merci, tu peux rembourser rapidement, on te donne l'argent. Et donc, ça nous appelle aujourd'hui, nous, Kémites ou Kamites, Togolais, à réfléchir autrement et à mettre en place des mécanismes de mobilisation de l'argent pour financer l'agriculture. On appelle ça le crowdfunding. Ouais. Lesquels? Les mécanismes? Oui, par exemple, à mon niveau, depuis 2014, j'ai travaillé sur tous ces plans. J'ai mis en place ce que nous appelons les actions hectares, par exemple. Les actions hectares, c'est des actions que toi, tu viens acheter chez moi. Tu dis, je veux une action hectare pour le maïs. Je te donne le montant, tu payes. Quand tu me payes ce montant, ça veut dire que tu me commandes à moi d'aller produire du maïs pour toi sur 1 hectare. Bon, c'est un investissement que toi tu fais. Et donc, nous, avec le travail qu'on a fait en arrière-plan, on a calculé combien 1 hectare de maïs peut produire. Si on le vend, combien ça peut donner comme recette. Et quand on va soutirer les dépenses, combien ça reste comme intérêt. Et cet intérêt-là, c'est ça qu'on partage avec l'investisseur qui prend 70%. Et nous qui sommes à la gestion, nous prenons 30%. Bon, on a fait la même chose pour les activités d'élevage, par exemple pour les poulets, pour les pintades, les porcs, les moutons, les chèvres, ainsi de suite. Le travail continue. On est en train d'expérimenter le modèle pour les poissons et les bœufs actuellement. Et donc, cette activité permet aux gens aujourd'hui de financer l'agriculture et attendre des recettes, des retours sur l'investissement en fin d'année, et ils prennent périodiquement. Et donc, c'est là où nous, on appelle aujourd'hui les Kamites à intervenir, à agir. L'appel va directement à ceux-là que nous appelons souvent les ressortissants, qui dans les villes organisent souvent des fêtes qu'ils s'en vont faire dans les villages. Et après leur départ, on se rend compte que les petites filles sont tombées enceintes. Ça, c'est une parenthèse. Nous, on les appelle aujourd'hui. Les fonds qu'ils arrivent à mobiliser pour ces fêtes, ils n'ont qu'à plutôt le diriger dans le financement. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est prêt à aller dans chaque village, à former des jeunes de ce village, afin que ceux-là qui ont mobilisé l'argent puissent investir. Il y a des techniques, il y a des mécanismes qu'on a mis en place qui sont devenus comme des rouages qui peuvent accompagner ces jeunes-là à produire et à avoir des excédents de production sur des terrains qui sont à proximité du village pour générer des fonds. Maintenant, sur les bénéfices qu'ils vont générer, ils peuvent organiser n'importe quelle fête. Mais le premier niveau, c'est d'investir. Donc, ce travail a été déjà fait et il va falloir que des Kémites ou des Kamites togolais ou tout Togolais qui se sent concerné, qui a aussi un village qu'il a délaissé depuis parce qu'on lui a dit, voilà, il y a des sorciers dans ton village, il y a des sorciers partout. Qu'il sache que ce village l'a vu naître et l'a vu grandir sans le tuer. Et donc, il doit quelque chose à son village. Ses parents, ils sont toujours... Il y a des gens, excuse-moi, à Lomé ici, ils ont des fermes ailleurs, ils ont fait 3, 4, 5, 6 forages dans leur propre ferme. Mais quand tu rentres dans leur village, il n'y a pas de l'eau potable à boire. Tu leur demandes, dis, ah, moi j'ai peur, si je vais investir là-bas, on va dire que c'est moi, on va me tuer. Alors, nous, on est là aujourd'hui, en tant que structure bien organisée. S'ils veulent construire des forages dans leur village, ils peuvent nous faire appel. Nous, on ira construire ces forages pour eux. Et donc, dans le programme que nous, on a mis en place pour accompagner ces villages dans la production, nous avons fait en telle sorte qu'il y aura des forages et des barrages pour pallier même à cette question d'eau qui manque pour la consommation ou pour l'agriculture. Alors, on a vu les difficultés. Quelles sont les conséquences à court, à moyen et à long terme en 5 minutes? En 5 minutes, ok. Les difficultés, je peux dire, si rien n'est fait, je me positionne plutôt de ce côté. Si rien n'est fait,
sur le court terme, nous allons toujours dépendre de l'extérieur. Nos politiques qui ne sont pas bien adaptées au terrain ne vont aboutir à rien. Ce serait toujours des pertes d'argent parce que les jeunes ne sont pas bien préparés pour accueillir ces projets-là. Et donc, nous allons dépendre toujours de l'extérieur. À moyen terme, il y a des poches de sécheresse ces dernières années. Et si on ne se programme pas, on ne se réapproprie pas les techniques de production ancestrale adaptées à nos réalités d'aujourd'hui, nous serons confrontés à des pénuries alimentaires qui vont faire augmenter les prix. Moi, j'avais déjà prédit que d'ici 2027, le maïs sera à plus de 1000 francs le bol. Et donc, il va falloir qu'on investisse si on veut diminuer les coûts de production. Et à long terme, là, on est sur un autre plan. C'est que lorsque l'extérieur, aujourd'hui, nous sommes, je peux dire, quelques pays africains sont en conflit avec un certain nombre de pays européens comme la France et le Mali. Alors, si la France avait le monopole de l'importation du riz, du sorgho, ou bien du riz et d'autres denrées alimentaires au Mali, et la France décide du jour au lendemain, je n'envoie plus de mes produits comme ils l'ont fait à la Russie, alors il y a des pays qui vont mourir de faim. Il y a des pays qui vont mourir de faim. Et donc, il va falloir qu'on s'approprie les moyens de production aujourd'hui pour que demain, nous puissions être libres. Donc, d'ores et déjà, il faut programmer les choses, former les gens à la base, donner les outils nécessaires, financer ceux qui doivent être financés et non financer les proches parents et faire en sorte que les sous produisent et se fructifient pour que la jeunesse aussi puisse trouver de l'emploi. Parce que si on prend le secteur agricole, on peut créer plus de 10 000 emplois par an. Alors, pour terminer, on crée aussi des structures de financement. On reçoit souvent des jeunes qui disent que lorsqu'on fait des projets, on n'arrive pas à avoir accès justement à ceux-là qui financent ces projets. C'est une difficulté au niveau de toute l'Afrique. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque le politique prend des décisions comme ça pour dire je vais créer tel projet pour accompagner les jeunes, il met des personnes. Et en Afrique aujourd'hui, l'individualisme a pris le pas sur tout. Donc ceux qui sont nommés à la tête de ces institutions privilégient plutôt le financement de leurs proches parents, des gens qui sont proches d'eux ou bien des enfants des ministres. Tel ministre appelle, il dit je t'envoie tel jeune, il faut l'accompagner. Et ainsi de suite, ils courent derrière ceux-là. Mais le pauvre qui n'a personne d'autre, qui vient avec son plan d'affaires, si même le plan d'affaires est mal ficelé, accompagnez-le à bien peaufiner son plan et donnez-lui les sous. Mais non, ça ne se fait pas. On lui dit, il faut revenir, ou bien on n'a pas de temps pour toi, ou bien on prend le projet, on garde quelque part. Parfois, si le projet est bon, on appelle quelqu'un d'autre qui dort à la maison, on dit, viens, il y a un bon projet, je vais te donner. Et lui, il prend, il change juste le nom, on lui donne l'argent. Il ne peut jamais réussir ce projet. Donc, le travail est sur plusieurs niveaux. Il y a la conscience individuelle qui doit aussi intervenir et il faut sévir ceux qui font du détournement de fonds. Il faut les punir pour faire en sorte que les prédécesseurs ne fassent plus les mêmes bêtises que ceux-là. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Kokou Montou Tchamsi, vous êtes directeur exécutif de l'ONG ASTI. Vous êtes également gérant du fonds d'investissement INABI. INABI, ça veut dire quoi ? INABI, en effet, veut dire entraide. C'est aussi un sigle qui veut dire Initiative nationale pour l'investissement dans le business. Voilà. Membre du mouvement Afro-Centricité, avec vous, on a parlé du kémitisme et le développement de l'économie agricole. Infini merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Je profite pour saluer les téléspectateurs de New World TV. Merci à vous également. On marque la pause pour le journal et après on reçoit nos invités pour votre émission Regard Croisé.